Salut Catherine! Salut Marie! Tu sûrement déjà entendu la fameuse phrase de Judith Butler, hein, là, je paraphrase maladroitement, mais le genre est une performance. Mais est-ce que tu as déjà performé le genre sur une scène? Ben, comme tu le sais, j'ai déjà fait du théâtre, à l'adolescence beaucoup, jeune adulte. Puis je dirais que j'ai jamais eu à performer un homme, ça m'est jamais arrivé. Heu, mais dans plusieurs situations, les rôles que je jouais, je devais performer le genre effectivement parce que la performance féminine que je faisais était très loin de moi. Même si j'ai jamais douté de ma féminité, la fois qu'on m'a dit c'était une pièce d'époque, fallait que je porte un corset, et des talons hauts, puis qu'on a passé avec ma metteur en scène, on a passé comme 45 minutes à essayer de me faire marcher droite pour pas que j'aie l'air d'un gros jambon. C'était très difficile et c'était une performance, ce n'était pas moi. Et toi, Marie, as-tu déjà performé le genre sur scène? Oui, puis tu sais, moi aussi, j'ai joué des personnages féminins qui étaient, plus ou moins éloignés de moi, mais j'ai beaucoup joué d'hommes. Moi, j'étais, Mmh. comme toi, dans une troupe de théâtre amateur. En fait, c'était là des loisirs là, dans mon quartier à Laval. J'ai été, je pense, au moins une dizaine d'années là, avec la même prof, la même gang à monter des pièces. Puis souvent, j'ai fait des gars. On a fait La Belle et la Bête, j'ai fait la Bête. Ah! Ouais, là, ça, Wow! c'est quasiment du drag thing, là. Ouais, Mais ouais, ouais. j'ai fait Scapin dans les fourberies de Scapin. Oh Heu, wow! ouais, puis j'avais joué aussi, on avait fait, une adaptation du film Clou en pièce de théâtre, puis j'avais joué le professeur Violet. Fait que, tu sais, j'ai Oh incarné wow! différentes postures masculines sur scène, ouais, très, très intéressant. Un peu confusant, mais le fun. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Donc, bienvenue, cher auditoire, dans ce deuxième épisode qui porte sur la drague. Tel que vous l'avez entendu en ouverture, on va parler plus de c'est quoi performer, incarner le genre, surtout quand c'est un genre auquel on n'a pas été assigné à la naissance, mais que c'est pas une transition, que c'est vraiment quelque chose qu'on joue sur scène. Et puis, pour avoir ces conversations-là, on a invité du monde vraiment très cool. On va commencer en première partie avec une entrevue avec la drag queen Selma God, qui a gentiment accepté de nous parler de sa pratique puis de sa politique. En deuxième partie, on vous offre une autre entrevue, cette fois-ci avec un couple de performeuses qui sur scène incarnent les drag kings Hervé Metal et Rock Bière. Là, on va parler de féminisme puis de sexisme dans le monde de la drague. Y en a-tu, y en a-tu pas? Ça va être vraiment cool. Et en dernière partie, pour wrapper notre série sur l'art de la drague, on s'échappe pas, on peut pas échapper à RuPaul. Et comme on dit que RuPaul's Drag Race, ce sont les Olympiques de la drague, on va couronner notre podium, nos Ru Girls, bref. Alors, restez jusqu'à la fin pour nous entendre dire à quelle drag queen on décerne nos médailles. Bonne écoute! Première partie, telle qu'on vient de vous l'indiquer, on commence avec une entrevue avec Selma God, a.k.a. Mathieu Flageol, un artiste montréalais
très connu, une figure importante du milieu aussi parce que il produit des shows, il book des artistes locaux. Mathieu est aussi en couple avec la personne qui incarne la drag queen Oh My God, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, on va aussi jaser de c'est quoi faire de la drague avec ton partenaire de vie. Puis Mathieu, dans l'entrevue, vous allez l'entendre, nous fait un genre de drague 101 de manière super seamless, comme arrête pas de mettre en contexte historiquement sa pratique. Fait que voilà, vous allez avoir un petit historique de la scène. Puis qu'est-ce que je mentionnerais d'autre? Ben, on parle entre autres du show que Mathieu produit à chaque mois qui s'appelle Coven. Fait que je vous en dis pas plus, on va le mentionner dans l'épisode. Catherine, avant qu'on écoute ça, est-ce que tu aurais des choses à rajouter pour encadrer l'entrevue? Ben, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la conversation avec Selma God, c'est, la présentation un peu de différents aspects de la drague montréalaise. Donc ça m'a donné une vraiment grande vue d'ensemble parce que justement, Selma est impliquée dans plein d'aspects. Autant, tu sais, on parle souvent de la drague dans le village, la drague hors village. Il y a des artistes anglophones, des artistes francophones. Fait que, en tout cas, tu sais, de voir qu'il y a comme des dichotomies, mais j'ai trouvé qu'on déconstruit ces dichotomies-là, puis on se rend compte que tout n'est pas, il y a pas un mur qui sépare les différents groupes, mais que c'est une belle communauté très diversifiée, que nous présente Mathieu pendant l'entrevue. Fait qu'on écoute ça! On a la chance et le bonheur d'être avec Selma God, a.k.a. Mathieu Flageol, son interprète, pour parler de drague montréalaise alternative. Bienvenue sur le show, Mathieu, Selma. Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est un 2 à 1 aujourd'hui. Puis, ben, est-ce que tu voudrais prendre juste un petit moment? Comment tu aimerais te présenter à notre auditoire? Ben, honnêtement, on va aller avec Selma parce que sinon les gens vont perdre fil de à qui parle puis qu'est-ce qui se passe. Mais oui, Selma God, interprétée par Mathieu Flageol, c'est ça. C'est une artiste de drague. C'est un personnage. Selma, c'est un personnage de drague. Donc, ce qui veut dire un personnage de transformation. La drague, c'est un art qui explore la transformation du genre, l'expression du genre de façon fantastique pour avoir du plaisir. Donc, c'est vraiment un personnage, mais qui est incarné de façon, je dirais, plus long dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont des personnages qui font pour un épisode ou qui font pour une soirée. Mais en drague, souvent, tu crées un personnage qui devient un personnage qui reste dans le temps longtemps. Tu vas faire le même personnage de fois en fois. Tu vas peut-être changer ton look, mais souvent, tu incarnes le même personnage. Fait que c'est un peu une exploration du genre. Ça, c'est la base de la drague. On va voir où est-ce qu'on va avec la discussion aujourd'hui, mais pour Mhm. mettre en contexte, c'est ça. Puis ben, mon nom de jour, c'est Mathieu. Puis, Selma, dans le fond, elle existe depuis combien de temps? Alors, Selma existe depuis 4 ans. Ça fait OK. 4 ans que je performe en tant que Selma, mais j'ai plus de 20 ans de carrière de performance en arrière de tout ça. Moi, mon background est en cirque et en théâtre de rue Hmm. et en animation. Fait que par la suite, ben là, la drague est venue plus tard, mais j'ai déjà un background de scène bien établi depuis plusieurs années, là. Ben, justement, je pense que ça ressort parce que je suis allée voir ton show, dans le fond, que tu organises depuis une couple d'années, Coven, qui est un peu thématique horreur, spooky, puis qui fait de la place à du drag, for lack of a better word, là, alternatif, non conventionnel. En plus, c'est présenté dans un lieu hors village. Fait que, c'est quoi l'importance pour toi? Parce que, tu sais, t'animes le show puis t'offres une plateforme, dans le fond, aux artistes qui peut-être fit pas dans le cadre plus normatif, là. Tu sais, pour les personnes qui connaissent Drag Race, moi, je dirais que comme le village est à Drag Race, ce que Coven est à Dragula, genre, un petit peu, là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il faut que je précise une chose, par exemple. À Montréal, on est chanceux parce que dans les dernières années, je trouve que les deux mondes se sont beaucoup plus intégrés. Il Hmm. y a beaucoup moins de division entre les deux mondes parce que les gens apprécient de plus en plus la drague alternative et les espaces comme le Mado, le cocktail sont très ouverts justement à recevoir ces gens-là et à faire de la Hmm. place. Fait que je veux pas que les gens qui connaissent peut-être pas notre milieu pensent qu'il y a vraiment une grosse division puis une fissure entre les deux communautés parce que non, il y a quand même des grands liens justement d'échange et de la place pour tout le monde. Il y a toujours du travail à faire dans toutes les communautés, mais je veux dire,
je veux pas que les gens pensent qu'il y a comme carrément un mur entre les deux sphères de drague, parce que je pense que c'est plus un esprit de collaboration, justement. Puis c'est quoi qui a créé, parce que tu dis que ça a comme pas toujours été comme ça, ou en tout cas qu'il y a eu un rapprochement. C'est-tu la pandémie, juste? Le monde avait le goût de se parler plus? C'est quoi qui a créé cette espèce de brisage de frontières-là? De base, là, je parle de mon expérience à moi. Je veux dire, je suis pas un historien de la drague des derniers 50 ans à Montréal. La drague, ça fait longtemps que ça existe, surtout à Montréal. On a toujours été un centre qui a été reconnu pour notre performance. On pense à Gilda. Tu sais, je veux dire, Puis le Québec, on a toujours eu des artistes de drague dans le mainstream. On a eu Mado, on a eu Gilda. Plein de gens qui étaient à la télé populaire, en drague. Ça fait longtemps que le Québec voit la drague, là. Fait que, tu sais, j'invente rien ici. Mais quand on parle de la drague locale à Montréal dans les derniers 10 ans, la drague alternative était surtout en anglais. Ah! Et la drague plus mainstream était plus en français pour deux raisons. Un, quand tu es dans un village, un bar du village, ben, au cocktail, par exemple, t'animes après ton numéro. Fait que si tu parles pas français, ben, c'est plus difficile d'avoir accès à cet espace-là parce qu'il faut que tu animes. Ça fait partie du show. Là. Au Mado, c'est souvent juste l'animatrice qui anime, fait que c'est différent. Mais justement, eux essaient d'avoir des shows party, le fun, que tout le monde embarque, on a du plaisir ensemble. Fait que c'est pas nécessairement une plateforme de show, justement, parce qu'on va faire un numéro émouvant un samedi soir quand les bachelorettes sont là. C'est pas il y a un temps et une place pour tout, justement. Mais les anglophones avaient plus une tendance à faire des choses, je dirais, alternatives aussi, parce que quand j'entends une chanson, en tant que personne anglophone, moi, je suis 100% bilingue. Si j'entends une chanson, moi, je vais entendre le sous-texte aussi. Puisque la chanson pourrait vouloir dire au lieu de ce qu'on entend avec les paroles. Moi, je me permets de jouer justement avec le deuxième, le troisième degré des paroles ou de la musique. Mais si toi, tu écoutes une chanson dans ton deuxième langage, tu as moins tendance à faire ça justement parce que tu es moins à l'aise avec le langage utilisé. Fait que les anglophones ont plus tendance à faire ça, justement, à jouer avec l'humour, avec l'horreur, à jouer dans ces deuxième, troisième degrés-là. Fait que je pense que la division venait plus de là que justement un vouloir. C'était pas nécessairement on veut pas que vous soyez là, puis moi je veux. C'est pas des chicanes, c'était plus une vision différente de comment approcher son art. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on produit des shows à Montréal. 10 ans, 9 ans, je ne vais pas exagérer. Ça fait 9 ans qu'on produit des shows à Montréal. Puis nous, on a toujours été des gens qui sont plus théâtrales, qui aiment ça, des numéros de comédie et tout. Puis on opérait dans le monde anglophone. Mais là, justement, on voit de plus en plus de croisements entre les deux mondes dernièrement. Fait que, mais ouais, je pense que c'est un mélange de choses culturelles qui font en sorte qu'il y avait une différence. Mais Montréal, mondialement, on est connu pour avoir la drague théâtrale, point. On est reconnu mondialement pour ça parce qu'on a des cabarets. Ouais. Tu vas à Toronto, tu vas aux États-Unis, ils ont des bars où est-ce que les artistes sont dans le milieu d'un club, puis que tout le monde danse, puis ils portent pas vraiment attention au spectacle. Nous, les gens, ils viennent, ils payent un cover, ils s'assoient pour regarder un spectacle. On est vraiment connu, que ce soit anglophone, francophone, alternatif ou mainstream. Montréal est reconnu comme ayant de la drague théâtrale. Puis ça, c'est ma plus grande fierté, honnêtement. Puis moi, j'avais une question parce que, tu sais, on a parlé un peu de Coven, qui est quand même des shows plus alternatifs, mais je sais que vous animez aussi des soirées de viewing de Drag Race. Puis Drag Race, on va se dire, comme tu sais, moi, dans ma tête, qui connais pas tant la scène alternative, il me semble que c'est, ben, pas opposé, évidemment, vous faites toute de la drague, mais tu sais, comment ça se passe d'organiser des soirées de viewing, justement, quand on est dans une scène plus alternative? Ben, justement, nous, on a commencé dans une scène vraiment, vraiment alternative. On a monté nos propres spectacles, tu sais, vraiment bizarre, trash, qui faisait aucun sens. Les gens étaient comme, mais qu'est-ce qui se passe sur la scène? C'est ça la magie de ce qu'on faisait dans le temps. C'est beaucoup plus trash. Mais en même temps, on évoluait aussi dans le village. Uma, elle a fait 2 fois la compétition au Mado Drague-moi. Elle a fait Miss Cocktail. Uma, les deux, on travaille au cocktail régulièrement. Je suis DJ les dimanches, lundis. Uma est la serveuse des lundis. On a des bookings réguliers là-bas. Fait que, je veux dire, on opère dans les deux mondes. On a du public qui vient du milieu théâtral. On a du public qui vient parce que Uma, c'est une éducatrice en enfance, fait qu'elle fait des story time. On a du public qui vient pour nos brunchs, du public qui vient pour Drag Race, des gens qui viennent voir nos spectacles alternatifs, trash, horreur. Je veux dire, on a vraiment des publics différents. Puis je pense, pour nous, en tant qu'artistes, on touche à tous ces milieux-là. Fait que pour nous, on voit pas vraiment une distinction, mais je sais qu'on n'a pas le même public. Mais ça a été quelque chose qu'on a développé. Fait que oui, c'est très différent entre un et l'autre, mais nous, on a développé toutes les facettes de façon séparée. Très cool. Puis, ben, je pense qu'on a comme tourné autour du pot un peu, mais on a parlé d'Uma. Vous êtes une drag family, j'ai envie de dire, de la royauté drag, une famille royale. Puis c'est comment d'être, justement, tu sais, de performer
puis d'être en couple avec la personne aussi, tu sais, comment ça doit OK. prendre beaucoup de place dans vos vies, c'est sûr, là, c'est comme Oui, fait que on va décortiquer ça en 3 parties. vas-y. La première, Uma et moi, fait que Mathieu et Ryan, ça fait 20 ans qu'on est un couple. On a travaillé ensemble dans plein d'autres milieux. On a travaillé ensemble en restauration, dans la guenille, comme on dirait en bon québécois. Heu, on était à l'école secondaire ensemble, hein. Fait que je veux dire, pas dans la même école, mais tu sais, on a été à nos balles de finissant ensemble et tout. Fait que OK. Oh! ouais, on a passé OK. beaucoup d'épreuves ensemble. Fait que pour nous de travailler ensemble, ça nous fait toujours plaisir parce que tu sais, après 20 ans, on espère que tu sais comment communiquer avec ton conjoint. On le souhaite. On le souhaite, c'est ça. Fait que pour nous, travailler ensemble, c'est vraiment un plaisir. Fait qu'il y Mmh. a de ce côté-là que je veux tout de suite adresser ça. Ouais. Mais l'autre côté qui vient un peu mélangeant pour les gens qui connaissent pas nécessairement qui on est hors de drague, c'est que Uma, c'est la sœur à Selma, mais que Mathieu et Ryan sont mariés. Les gens sont comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Inceste! Ouais, ben c'est ça. Mais c'est juste parce que Ouais. Uma, elle a vraiment créé un personnage qui a une histoire derrière. Elle a fait une pièce de théâtre solo, justement, qu'on s'en va justement à Édimbourg avec. Une pièce de théâtre qui décrit la vie de son personnage. Mmh. Fait qu'elle a vraiment une histoire avec. Elle a eu un mari, elle a déménagé, elle a des enfants. Elle a vraiment une histoire complète. Quand moi, je travaillais avec Selma, j'avais pas le goût, justement, d'avoir un personnage qu'il faut que j'intègre dans son histoire de XY façon. Fait Mmh. que je voulais pas être, justement, ah, je suis ta femme, mais là, je suis comme, tu sais, c'était trop compliqué, puis je trouvais pas ça intéressant de, comme, m'incruster dans son histoire, qu'elle a travaillé tellement fort dessus. Ouais. Fait que d'être sa sœur, c'est juste plus simple, parce on peut être complètement différentes, puis ça cause Ouais. pas de problème, justement, dans son histoire, là. Tu sais, Selma est un peu witchy, dark, puis Uma est comme, ah! Je suis la bonne humeur incarnée. Fait que ça devenait un peu compliqué à intégrer son histoire. Ouais. Mais je pense que le plus gros avantage pour nous, c'est qu'en drague, on va se dire les vraies choses, c'est pas le métier le plus payant au monde. Mmh. On est artiste indépendant. C'est un métier qui coûte très cher. Mhm. On a le maquillage, les costumes, les perruques. Il faut faire styliser les choses. Il faut mettre des pièces sur nos costumes. Je veux dire, il y a beaucoup d'investissements qui se fait monétaire. On va pas se le cacher. Les gens disent, ah, tu peux faire la drague même si tu n'as pas d'argent. Ah oui, tu Ouais. peux. Ça va avoir de l'air De de ça va pas avoir l'air d'argent. de ça. Oui, puis aussi, si tu as beaucoup de talent en couture, ben tant mieux, mais ce Mhm. talent-là, faut pas oublier les heures que tu passes à faire Ben tes oui. robes. Si tu fais tes robes, les gens agissent comme, ah, mais tu peux te débrouiller. Oui, tu peux te débrouiller, mais on a 24 heures dans une journée. Les gens, c'est un investissement de temps et d'argent faire la drague, hein. C'est clair. Fait que nous, ça nous permet de travailler fort, de faire beaucoup de spectacles, mais d'être ensemble. Fait que tu sais, Mmh. quand tu as un Mhm. conjoint ou une conjointe puis tu les vois pas souvent parce que tu es toujours en train de travailler, Ouais. ben ta relation, elle prend un coup un peu. Mais nous, on a la chance de faire un métier qui nous fait plaisir, d'être sur scène, ce qui nous fait triper les deux, puis de le faire ensemble. Fait que, tu sais, Mhm. c'est vraiment le fun de dire, ah, ben, on va aller faire un brunch en Ontario, dans le fin fond de la campagne, parce qu'ils nous invitent à venir faire un brunch. Ouais. Ben, ça nous fait un petit week-end ensemble. Mhm. Fait que, tu sais, c'est le fun, on peut mélanger un peu de travail et vie personnelle de façon plus intéressante, justement. Puis les deux, on tripe dans ce monde-là. Fait que c'est le fun, là, justement, Mhm. de pouvoir évoluer dans ça ensemble. Puis avez-vous des ambitions de ben, peut-être vous en avez déjà, je sais pas, mais comme d'avoir une progéniture sur scène, genre ben, ça serait pas vos enfants, mais tu sais, comme The House of God, est-ce qu'elle va avoir de la relève? Fait que, OK. La plupart du temps qu'on parle de maison de drague ou de house de drague, le terme vient de la communauté ballroom, Ouais. qui est une communauté de personnes racisées, principalement de femmes trans, qui vient de New York, justement. Puis c'est vraiment, dans ce temps-là, c'était vraiment des vraies maisons. Les gens se faisaient jeter dehors de chez eux. Mmh. Puis ces personnes-là, ils habitaient chez eux, puis devenaient vraiment une famille choisie, comme on dirait. Maintenant, ça a évolué. La drague, on appelle nos familles de drague des house quand même. Mais ça vient de là. Faut pas oublier notre Mmh. histoire. Euh, ce qui est un peu différent justement de House of God, c'est que House of God, c'est principalement un nom de compagnie. C'est Mmh. principalement la compagnie de production qui produit nos spectacles. Fait que nous, on s'appelle House of God. Oui, on a Uma a des enfants de drague, mais qui font pas nécessairement partie de House of God. OK, OK. OK. Elle a Charlie DeVille, qui est quand même très bien connu ici dans le milieu montréalais. Elle a Biggs O'Toole, qui maintenant est à Calgary, si je ne me trompe pas, en train de faire son PhD. Fait que là, il performe un peu moins en ce moment. Mmh. Et un autre performeur qui est absolument incroyable, Slick Hardwood. Mmh. Ouais, mais Slick performe aussi en tant que Phoenix Inanna. Ah oui! Ouais, Mmh. absolument Oui. icône montréalaise, là, dans le ballroom, autant dans le ballroom, dans le burlesque, en drague aussi. Mais moi, c'est sa mère de drague. OK. Fait que Uma a des enfants de drague. Moi, j'en ai pas. Principalement parce qu'encore une fois, je trouve que si
j'adopte quelqu'un, il va avoir... là, c'est peut-être... C'est dans ma tête, tout ça, hein? Mais en tant que quelqu'un qui produit beaucoup de spectacles mensuellement, tu sais, moi, je suis une personne qui engage des drags dans la ville. Tu sais, dans Ouais, un mois, j'engage en moyenne une quinzaine minimum d'artistes drags que c'est moi qui les paye. ouais. En tant que la personne qui les paye en tant qu'employeur, Mmh. je trouverais ça malaisant de dire « Ah, toi, t'es ma famille. » Puis là, ils vont s'attendre de plus de booking. Puis là, pourquoi tu l'as booké? Je veux pas embarquer dans ce drame-là. Ouais. Je veux pas qu'il y ait d'idées de favoritisme ou de... Tu sais, tout ça. Puis je me sens un peu comme la maman de tout le monde parce que justement, je les book, je les donne Ouais. des conseils, j'aide Mmh. un peu tout le monde. Fait que je me vois plus comme leur marraine, tu sais, Mmh. de cette façon-là. Puis je ressens pas le besoin justement d'avoir des enfants parce que je me dis, les gens sont souvent obsédés, les nouvelles dragues sont souvent très obsédées par dire « Ah, je veux une mère de drague, je veux une mère de drague », mais je me dis pourquoi? Si je veux être Mmh. ta mère, c'est parce qu'on est des amis proches, parce qu'on passe Mmh. beaucoup de temps ensemble. Pour moi, dans ma tête, la relation devrait être plus importante que juste ah, je trouve que ta drague est intéressante, puis je veux en profiter. Ouais. Si je veux Mmh. t'appeler mon enfant de drague, c'est parce que tu devrais être mon ami, on passe beaucoup. Tu sais, pour moi, j'ai encore l'essence de ce qui était plus une house de drague ou une house de ballroom avant. Dans ma tête, dans mon cœur, c'est encore ça, moi. Fait que Ouais. je prends pas ça à la légère de juste dire, oh, je vais adopter quelqu'un. Mmh. Ouais, j'entends. Puis, c'est comme tu disais, l'aspect un peu de conflit d'intérêts, là, mais ça Ouais! m'amène à une question que j'avais envie de te poser depuis le début. Comment tu les déniches, les artistes que tu trouves? Comment tu les bookes? Parce que c'est ça, tu fais beaucoup place à la relève. Tu sais, au show que je suis allée voir, il y a 2, 3 performeurs qui étaient là pour la première fois, tu sais, comme qui montaient sur scène en drague pour la première fois. Tu as un moment aussi où est-ce que tu invites les personnes qui veulent à comme déambuler dans l'allée centrale de la salle, puis de venir prendre la pause sur scène. Puis, tu sais, ça donne qu'il y a beaucoup de jeunes qui décident d'aller monter sur scène. Fait que, tu sais, tu plateformes la jeunesse queer aussi à travers ce show-là. Fait que comment tu les trouves, puis pourquoi tu trouves important de lift these people up? Ben, OK, ça, c'est encore une fois, il y a du stock là dans cette question-là. Je vais répondre à la première, qui est plus comment je trouve où je choisis mes artistes. Mhm. J'ai la chance d'être DJ au cocktail les lundis. Les lundis, on a une soirée qui s'appelle Les lundis Place à la Relève, qui est Mm. animée par Salidé. Alors, ça veut dire que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la relève. Je les vois arriver première fois sur scène, première fois en make-up. Parce que c'est une des rares places qui est 100% dédiée aux personnes qui n'ont jamais fait de drague avant. OK. Autre que ça, il y a ce qu'on appelle des open mic. Yax Macaroni en a un en ce moment qui se fait au NDQ. Il y a aussi Yax Macaroni avec Kevin Genderfuck et Prudence qui font un open mic qui est mélange drague, burlesque, comédie, cirque au cocktail. Ça, c'est des places où est-ce que les nouveaux artistes peuvent venir et essayer quelque chose et tenter leur chance. Puis Mm. aussi, de demander aux gens, hey, t'as des amis qui font de la drague, envoie-moi. Tu sais, les gens, ils savent quand il y a un nouvel artiste, ils souvent me l'envoyer pour que je les rencontre, je vois ce qu'ils font. Mm. Puis c'est de prendre intérêt aux gens. Puis j'aime ça, découvrir des nouveaux artistes. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Fait que c'est quelque chose qui m'allume. Fait que j'ai une tendance Mm. à vouloir voir justement qu'est-ce qui se fait. Parce que j'ai confiance en ce que je fais dans la vie. Je sais c'est quoi mes talents, mes forces. Fait que je trouve pas que c'est de la compétition. Tout le monde amène quelque chose d'intéressant. Puis pourquoi pas mettre la lumière sur ces gens-là aussi. Ça va juste faire en sorte que moi, je parais mieux si j'ai un show où est-ce que les gens ils sont allumés et ont du fun. Tu sais, moi, ça me fait paraître bien aussi. Que l'autre soit hot, moi, je suis hot. On est tous hot ensemble. Yes, c'est cool. Je vois pas l'aspect justement de confrontation de « Ah, tu fais la même chose que moi, on va se voler nos bookings ». Non. Si on est 150 à faire ça, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être 1500 personnes qui veulent le voir. Ouais. Fait que peut-être qu'on va juste créer plus d'espace. Si on est tant à vouloir le faire, il doit y avoir des gens qui veulent le voir aussi. Mhm. Fait que dans ma tête, il y a tout cet aspect-là. Moi, je suis vraiment business dans ce côté-là de la chose. Sell my God, ma tagline, c'est Mistress of Business. Sell my God. Ouais. Fait que moi, je vois toujours, tu sais, j'ai toujours moi, je décris ça comme une toile d'araignée où est-ce que tous les fils se Ouais. touchent, puis toutes les connexions se font. Fait que moi, je trouve ça vraiment excitant de voir des nouveaux artistes. Fait que ça, c'est comment j'ai choisi, ben, c'est vraiment à la vibe. Tu sais, moi, je vois ce que les gens font, puis je dis, ah ouais, je vois que tu veux aller faire quelque chose de weird, je vais te parler parce que j'ai un show Mm. pour toi. C'est ça. Mais je m'assure, j'essaie d'avoir de la diversité. Autant diversité raciale, autant diversité neurologique, diversité. Tu sais, des gens qui sont de différentes sphères parce que ça représente mieux la vraie vie. Ouais. On n'est pas toutes des hommes blancs, cis, minces, qui veulent être des femmes belles et délicates. La drague, ça représente tous les types de personnes, dans toutes les expressions de genre. Fait que pourquoi pas aller chercher des gens qui, en dehors de leur drague, représentent cette panoplie d'humanité-là aussi. Mhm. Fait que moi, j'essaie le plus possible de justement aller chercher plein de gens différents pour qu'on ait un show
qui représente une vraie communauté vivante et pas une communauté statique où est-ce que tout le monde est pareil. Mhm. Puis après ça, tu parlais justement, quand on était fait Covin. À Covin, j'ai un espace où est-ce que je fais un runway dans le show, où est-ce que on met de la musique, puis tout le monde a la chance de juste déambuler devant toute la foule qui est là. Ça vient un peu de... C'est moi dans mon dans ma tête. Un spectacle, ça n'existe pas sans public. Mm. Le public est partie inhérente du succès d'un spectacle. Puis on parle encore plus pour la drague parce que on est tous d'accord que c'est pas moi qui chante sur la scène. Il y a des dragues qui chantent, mais je veux dire, quand moi je fais mon spectacle, je ne chante pas live. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que je joue un personnage. Mathieu est un homme cisgenre en dessous de son costume. Tu sais, les gens, ils sont prêts à jouer au jeu avec moi, mais si les gens jouent au jeu, ben c'est parce qu'ils ont du plaisir, ils ont du fun, ils crient. Fait que c'est tout le build-up qui se fait justement entre moi qui joue des jeux à moi-même, qui joue des jeux avec le public. On est tous ensemble dans une folie un peu loufoque. Et si le public embarque pas, ben on n'a pas de fun. Puis plus loin que ça, la drague, ça vient de la communauté queer, une communauté qui est souvent oppressée, qui est souvent mise de côté. Puis je me dis, il y a des gens qui viennent à nos spectacles que, ben, t'étais là justement de rien spectacle. Tu m'as entendu tout mon speech, mais moi, pour moi, c'est de pouvoir soulever les gens, de dire ta journée était de la merde, tu sais quoi? C'est correct, je vais pas faire comme tout le monde dire non, souris, ça va mieux aller demain. Non, c'était de la merde ta journée. C'est correct, on va gueuler ensemble, puis demain, on va continuer à autre chose. Mais juste de voir les gens pour qui ils sont. Puis partie de ça, c'est de célébrer les gens comme ils sont. Fait que justement, à Covin, on a un one-way parce que tout le monde peut défiler, puis je demande au public de juste donner de l'énergie et de l'amour à la personne. Parce que quand tu repars de chez toi, des fois, là, à la fin de la journée, tu peux avoir une journée de merde, mais si tu sais qu'au moins il y a une autre personne qui a eu la sympathie avec toi, une connexion, même si elle était brève, ça peut juste changer ton monde au complet. Fait que moi, mon but, c'est justement que les artistes, que les gens dans le public, que tout le monde reparte chez eux avec l'esprit un peu plus rempli de bonheur. Puis des fois, le bonheur, ça veut dire de voir les choses pour qu'est-ce qu'ils sont, pour dire, c'est quoi, c'était de la merde aujourd'hui, c'était pas beau, c'était une mauvaise journée. Parce que le bonheur va venir après. Mais si on fait semblant que ça n'existe pas, puis qu'on l'enfouit, tout ça, là, ça va pas faire du bien à long terme. Mais c'est intéressant parce que là, je t'entends parler, puis je voulais savoir, tu sais, pourquoi ton angle spooky, dans le fond. Tu sais, la seule autre drague célèbre qui verse dans l'horreur que je connais, puis c'est une référence américaine, c'est Peaches Christ, tu sais. Fait que, comme... En tout cas, moi, je vois un lien, dans le fond, entre, tu sais, célébrer la queerness, puis dire « Ah, ça va mal », mais tu sais, comme la résilience, puis l'horreur, tu sais, c'est comme montrer dans toute sa violence, des fois, le monde, puis dans tout son côté weird, mais le tourner comme un peu en spectacle, tu sais, comme... En tout cas, tu peux-tu me parler de pourquoi cette niche-là, puis en quoi ça connecte avec ton message de politique, tout le monde s'aime, on plateforme la jeunesse? Parce que je vois des liens, mais je serais curieuse de t'entendre. Là, encore une fois, il y a quelques petites choses qui vont rejoindre ça. La première chose, si on regarde de façon historique, villains were always queer-coded. Tu regardes l'histoire de Disney, l'histoire cinématographique américaine. Là, je vais parler spécifiquement nord-américaine parce que si on parle de d'autres cultures, c'est très différent comment ça a été abordé les choses. Je vais parler de ce que je connais. Le vécu que j'ai, c'est que les personnes queer étaient toujours vilainisées ou utilisées comme justement pour être débarrassés, étant dégueulasses, étant... Vous êtes des personnes qui ont du sida, qui sont juste bons à faire mourir, puis... Tu sais, on a toujours été mis de côté. Il y a une raison que tous les petits fifs s'identifient à Ursula au lieu de s'identifier au personnage principal. Mais c'est parce que, justement, il y a cette idée de otherness, cette idée qu'on rentre pas dans le groupe, c'est pas correct. On a une sympathie qui se crée parce que de notre vécu, on sait c'est quoi se faire écarter. Puis on se dit, ben, peut-être qu'Ursula est méchante pour une raison. Puis on voit justement la force que ce personnage a d'être soi-même, puis de prendre la place, puis de pas laisser place à personne d'autre. Fait qu'il y a un lien qui se crée entre la queerness et les villains de façon cinématographique, historique en Amérique du Nord. Fait que déjà là, il y a un queer coding qui s'est fait. Fait que déjà là, il y a un intérêt personnel à cause de ça. Puis après ça, je trouve que l'autre côté aussi, la drague, pour moi, c'est comme frontline warriors for the queer community. Parce que tu peux pas être en drague à quelque part, puis le monde va dire « Ah, ben oui! » Tu sais, si tu es, c'est « Ah, that's a faggot. » Si tu es les gens ont des préjugés, si tu vois quelqu'un en drague, c'est tout de suite, t'es une personne queer. Il y a des gens qui sont pas queer qui font de la drague. Ça, c'est un autre sujet, mais
Si t'es en drague, t'es identifié Ouais. comme étant Ouais, ouais. l'extrémiste Ben oui, parce que c'est la queer. flamboyance, tu sais, Ouais. c'est 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 la ça. visibilité extrême, c'est comme non, on se cache pas, on attire l'attention sur nos maniérismes et tout Ouais. ça. Mhm. Fait que pour moi, ce militantisme-là se transforme dans ma tête comme étant côté guerrier. Mhm. Puis pour Mm. moi, j'ai toujours cette impression-là que être la personne qui est en avant des autres pour prendre la place, ça veut pas dire que tu effaces les autres. Tu devrais être capable de soulever le message. Juste comme moi, quand je dis toujours, j'ai un micro dans les mains, à chaque fois que j'ai un micro dans les mains, je m'assure que je passe un message parce que c'est ma responsabilité Mm. de m'assurer que je dis quelque chose d'intelligent. Je peux avoir du fun toute la soirée sur des conneries toute la soirée. Je peux. Absolument. C'est vraiment un spectacle, tu vas rire, tu vas avoir du fun. Je suis pas là pour rendre tout le monde déprimé. Mais quand il y a quelque chose d'important à dire, si j'ai un micro, c'est ma responsabilité de le dire. Mm. Parce que j'ai une responsabilité publique, mais j'ai aussi une responsabilité envers ma communauté. Ces gens me font confiance pour être la personne qui est là devant eux, puis ils m'encouragent avec leur argent, avec leur temps. Ben, moi, je pense que je mérite de leur retourner la même en étant la personne qui peut, quand justement j'ai des entrevues comme aujourd'hui, ou je passe à la télé ou à la radio, ou je suis un personnage public, je m'assure justement que le message soit passé pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être écoutées. Mhm. Mais ça, c'est ma vision de la chose. Fait que Selma, justement, elle baigne dans le milieu horreur à cause le queer coding a toujours été pris place. Puis pour moi, justement, d'être ostracized, d'être mis de côté, ben c'est ah, tu veux que je sois le pire villain qui a jamais existé? Viens-t'en, on va jouer. Je suis capable de jouer le jeu, j'ai la force de le faire, ça. Puis en étant justement épeurante, je mets des grosses guillemets, les gens ne voient pas en ce moment, là. Ben, en faisant peur, ben, les gens sont déjà confrontés, justement. Les gens, la drague, sont comme ah, c'est dégueulasse, la drague, c'est ci, c'est ça. Je dis ok, Mm. tu penses que je fais peur? Viens-t'en, je vais te faire peur. Mhm. Tellement. Hey, c'est vraiment intéressant. Mais là, on arrive à la fin un peu de l'entrevue. Puis là, je vais te poser la question la plus difficile de toute l'entrevue. Est-ce que, puis là, je vais te limiter, mais est-ce que tu aurais comme 2 ou 3 recommandations de shows à voir, d'artistes à suivre? Parce que là, je sais là, que tu en connais 500 000, puis tu sais, t'en as nommé plein au film, mais tu sais, mettons, là, moi, justement, j'ai découvert Drag Race, puis là, j'aimerais ça m'ouvrir à autre chose. Vers quoi je devrais aller? Ma première recommandation, va voir des drag kings. Hmm, Drag Race veut pas leur donner de la ouais, place, Drag Race activement refuse ouais, d'acknowledge que les drag kings existent. On fait du macho drag, ils vont jamais dire le mot drag king. ouais. Il y a des drag kings pour la première fois sur Drag Race France. Puis ils ont pas Ouais. parlé. Mais c'est justement, on a combien de saisons de Drag Race Ouais, derrière non, nous, non, là? c'est Fait que pour moi, 500 c'est 000. hallucinant. Puis les gens, de façon légitime, je l'en veux pas au public qui savent pas c'est quoi un drag king, mais Mais les non, gens sont c'est comme ça. ah, c'est quoi un drag king? Les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Ah ouais. Mais à Montréal, spécifiquement, on a des drag kings. D'après moi, là, on a pas mal des meilleurs drag kings au monde. Allez voir un spectacle de drag king. Allez voir une production de Charlie DeVille. Allez voir Harvey, Metal et Rock Bière. Allez voir tout ça. Je parle d'eux autres principalement parce que c'est pas mal eux les piliers de la Ouais. communauté au niveau Mhm. organisationnel. Mais il y a plein de drag kings avec énormément de talent à Montréal. Allez voir un spectacle de drag king. Ça vaut la peine. Vous allez vous ouvrir les yeux à autre chose complètement. Première recommandation. Deuxième, vous pouvez aller au Mado pour cocktail voir les shows de la fin de semaine. Absolument, c'est le fun. On fait des shows flyés. Les bachelorettes, tout est là pour le party ces fins de semaine-là. Si vous avez quelque chose de plus accessible que tout le monde peut aimer, allez voir ça. Mais sinon, si vous voulez une expérience plus chill, allez voir un drag brunch. Hmm. Parce que la vibe entre un spectacle de drag de soir et un drag brunch, c'est complètement différent. Donc, moi puis moi, on produit un drag brunch de façon mensuelle au Robin des Bois, un restaurant à but non lucratif. Ouais. Encore une fois, ça rentre dans nos valeurs. Ouais, ouais. Et on fait ça à chaque mois. Puis ça s'appelle le Divine Drag Brunch au Robin des Bois. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tous âges. Fait que c'est pas un spectacle pour enfants. On n'est pas en train de Ouais. monter un spectacle pour Non, enfants. non. Mais c'est un spectacle où est-ce qu'on prend conscience qu'il y a des enfants dans la salle. Mais ça veut aussi dire que c'est 2 jours, que c'est plus léger, que c'est le fun, c'est party. Ça n'a pas la même ambiance. Fait que si tu as Ouais. déjà vu de la drague, je te suggère d'aller voir un drag brunch. C'est vraiment une autre Cool. expérience complètement différente. Eh bien, génial. C'est super comme recommandation. Puis moi, j'ai. Ben là, on interview Hervé puis Rock, fait qu'on va pouvoir leur parler de la scène Drag King. Mais ouais, Drag Brunch, je rajoute ça à ma liste parce que je ne l'ai pas fait Yes. encore. Fait que, ben merci beaucoup, Selma, de nous avoir parlé avec tant de passion de ton métier /hobby
vie affectueuse et amoureuse. C'est comme, c'est la drague traverse tous les aspects de ta vie. Fait que, ben voilà, un gros merci. Puis on va inviter les gens à te suivre sur les médias sociaux. On va mettre tous les handles où est-ce que les gens peuvent te trouver. Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. On plonge maintenant dans une deuxième entrevue, cette fois-ci avec des artistes drag king. Donc, on a rencontré Hervé Métal et Rock Bière, ou plutôt leurs interprètes, c'est-à-dire Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Donc, comme on l'a mentionné en début d'épisode, Mélodie et Geneviève, c'est un couple d'artistes de théâtre qui se sont vraiment lancés dans l'univers du drag king au cours des dernières années. Puis, on va parler de leur parcours, là. Ben, en fait, elles vont parler de leur parcours durant l'entrevue, mais on va être témoin de leur ascension dans le top des drag kings de Montréal. Hervé Métal et Rock Bière sont maintenant des têtes d'affiche de la drague montréalaise et des drag kings. Donc, elles vont aborder aussi la démarche féministe derrière le drag et surtout le drag king. La place des kings sur la scène drag, locale et internationale, même à travers les franchises comme Drag Race. Et voilà. Marie, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette belle entrevue? Oui, ben moi, ce dont j'ai aimé parler avec elles, c'est en fait de les entendre sur le soutien qui est un petit peu nécessaire entre drag kings, parce que étant donné que c'est une communauté encore naissante, encore un peu pas le parent pauvre du drag, mais tu sais, c'est encore une forme qui est méconnue, qui a besoin d'être démystifiée pour beaucoup de gens. Il y a moins de... C'est beaucoup moins accessible aussi. Donc, j'ai aimé entendre comment les artistes se soutiennent entre elles. Puis évidemment, Mélodie et Geneviève nous parlent aussi comme des shows qu'elles préparent en ce moment. Fait que c'était très cool d'en entendre plus sur leur pratique artistique puis les projets qui sont en cours. Mélodie, Geneviève, comment voudriez-vous vous présenter? Voulez-vous nous parler de vous un peu, qui vous êtes individuellement et ensemble, peut-être? Je Ben, lance vas-y. le bal. Vas-y, mon amour. Bon, parfait. Donc, moi, c'est Mélodie. Mon alter ego s'appelle Rock Bière. Sinon, dans la vie, je suis comédienne et on a une compagnie de théâtre, ma conjointe et moi, Geneviève, la compagnie Pleurer dans la douche. On produit du théâtre féministe et queer. Sinon, Rock Bière, ben, c'est un drag king qui sent l'autre colonne cheap, puis qui fait squeak squeak quand il marche parce qu'il porte des grosses combines de cuir. Il tripe sur tout ce qui a un moteur. Voilà. Excellent. Et moi, Geneviève Labelle, Hervé Métal de soir. Donc, très heavy metal. Un gars à cocaïne, obsédé sexuel. En tout cas, je fais tout le temps des numéros qui n'ont pas de style bon sens, mais j'ai vraiment du fun à incarner ce personnage qui est très loin de moi, mais peut-être pas tant que ça. Il faudrait que quelqu'un pour me psychanalyser, parce que c'est pas tout à fait clair. Sinon, pour compléter Mélodie, oui, créatrice moi aussi, comédienne, avec notre compagnie de théâtre. On a aussi un café, le Café Reine-Garçon, un lieu queer avec du Christ de bon café. Ouais. Pas mal ça qu'on fait dans notre vie, là. On est occupés. C'est ça. Ouais. Vous travaillez sur plusieurs fronts. C'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, je dois vous dire que le nom de votre compagnie de théâtre, j'adore ça. C'est vraiment un excellent nom. Pendant la pandémie, c'était vraiment le mood. Là. Les gens achetaient des t-shirts. C'était comme on pleure dans la douche, tout le monde. Là. C'est vraiment bon. Puis, je me demandais comment vous vous êtes ramassé dans l'univers drague montréalais. Comment vous avez commencé à faire de la drague? Ben, en fait, à la base, je peux dire que j'avais une obsession par rapport à l'absence de drag king à Montréal. Je sais pas s'il y en avait même quand j'avais cette obsession-là,
parce que j'y trouvais pas, tu sais. Je me souviens d'avoir googlé drag king, tu sais, genre, j'avais vu des choses en Californie, mais là, tu sais, on est genre en 2014-2015. Je me questionne par rapport à ça. Puis, tu sais, nous, on fait du théâtre documentaire dans la vie. Théâtre documentaire, même chose que du cinéma documentaire, fait qu'on fait des recherches par rapport à un sujet, des fois on intègre de l'intérieur des choses. Puis donc, il y a ce concours-là qui s'appelle Drague-moi, qui nous a été, qui a un ami qui nous a parlé, dans le fond, mon ami JF. Puis là, j'avais dit à Mélo, toi, là, tu vas être vraiment bonne en drag king. Fait que là, tu sais, l'idée, dans le fond, c'était vraiment de faire un show de théâtre documentaire en intégrant le milieu comme ça. Fait que, tu sais, Roquebière est né comme ça, mais, tu sais, on est tombé en amour avec ce médium-là, là. Tu sais, on s'est fait avoir, là. On s'est fait prendre par notre jeu. Fait que c'était vraiment une belle découverte de ce monde. Puis ça m'amène à une question que je me suis posée longtemps, puis je vais faire une confession. Moi, c'est tout récent, mon intérêt pour les drag queens, les drag kings, les drag things. Comme je connais, genre, je savais que ça existait, mais ça fait pas si longtemps que ça que je m'y intéresse. Puis une des raisons pour laquelle je pense que j'avais l'impression que c'était pas pour moi, c'était que ben, je voyais surtout des drag queens d'abord. Puis étant très féministe, on dirait que j'adhérais à l'idée que la drague, c'est sexiste, puis que c'est... tu sais, on entend souvent cette critique-là, là, que c'est ça, là, être drag queen, c'est rire des femmes. Là, vous faites du drag king. Est-ce que l'art de la drague est sexiste, en fait? Puis là, je me doute que peut-être oui et non, mais... C'est sexiste dans le sens que ça dépend quel artiste va pratiquer l'art. À la base, c'est politique surtout. Tu sais, ça va prendre une plateforme, ça va donner de la visibilité à une communauté marginalisée. Donc, ça, c'est la base de l'art drag. Mais oui, des fois, on voit des personnifications de la femme qui peuvent nous heurter dans la façon de présenter les attraits féminins ou la façon de parler aussi. Nous, quand on a approché ça, c'était une des critiques qu'on avait. Puis on s'est rendu compte aussi que certaines personnes, dans le fond, c'était une façon d'apprivoiser leur côté féminin que la société leur permettait pas d'exprimer dans la vie de tous les jours. Donc, c'est leur féminité à eux, à elles. Donc, ça nous a permis de renouer avec l'art de la drag queen, si on veut, plus classique, qui des fois peut être un peu choquante. Mais, mais nous, c'est vrai que c'est une belle vengeance là, envers le patriarcat de faire du drag king parce qu'on n'hésite pas à se moquer là, du bon mononcle québécois. Tu sais, autant que des fois c'est un hommage, autant des fois là, que ça pointe du doigt ou que c'est ça. C'est très drôle. On y va beaucoup dans la caricature, là, c'est sûr. Puis d'autres personnes, c'est vraiment pour apprivoiser une transition aussi qui vont passer par la drague. Donc, c'est tellement de choses, la drague. Puis, c'est ça. C'est le fun de voir aussi les différents types se multiplier présentement parce que, oui, on n'en voyait pas des drag kings en 2014-2015, mais là, de plus en plus, on en voit. Et puis les genres, c'est ça, s'éclatent. Donc, ils veulent même plus s'associer nécessairement à un genre. Fait que c'est vraiment chouette. Il y a de tout. Puis, j'enchaînerai avec une question qu'on s'est posée, Catherine et moi, en préparant cette entrevue-là, parce que on se disait, peut-être que ça pourrait être le fun de faire une partie de l'entrevue avec vos personnages, tu sais. Puis Catherine, je m'excuse, je te mets sur le spot, mais Catherine, elle disait, je suis pas sûre que je veux leur parler. J'étais comme, tu sais, c'est rien contre votre talent, c'est plus comme, c'est pas des gars avec qui j'ai envie de discuter. Puis je pense que c'est un peu ça le but. Mais moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous les aimez, vos personnages? Tu sais, est-ce que c'est que des... On va le laisser finir. C'est tellement bon! Aïe, aïe! Ben, c'est sûr qu'on les adore, tu Oui! sais. C'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on jamais, jamais, j'ai jamais imaginé que j'avais ça en moi, mettons. Tu sais. Puis, mais c'est très précis aussi. C'est comme un côté de moi vraiment très exagéré, tu sais. Fait que
tout le monde devrait essayer de faire du drag, là, honnêtement. C'est c'est une partie de notre personnalité, mais qui est vraiment exacerbée, disons-le. Mais c'est clair que c'est pas quelqu'un qu'une féministe aimerait dater. Mais souvent, on va dire que on se permet des choses que la société nous permettrait pas de faire, ou même que notre milieu de comédien, comédienne, tu sais, le théâtre, le cinéma, c'est pas le genre de rôle qu'on jouerait jamais, là, tu sais. Hervé Métal, quand il s'est mis à imiter Jim Carrey, tu sais, c'était une révélation. Puis, tu sais, on s'entend que Geneviève Labelle n'a pas le casting de Jim Carrey, normalement, là, tu sais. Est-ce que ça vous permet, puis peut-être que je vais trop loin là, dans mon imagination, mais est-ce que ça vous permet d'avoir une certaine forme d'empathie après ça pour des hommes avec des comportements sexistes, ou est-ce que votre empathie s'arrête à vos personnages? Non, non, vraiment pas. Ben, en tout cas, pour ma part, moi, je suis radicale, là, mais tu sais, on dirait que mais en même temps, on dirait qu'on a commencé le drag king, on a commencé à lire plus sur le féminisme aussi. C'est comme, tu sais, ça s'est comme entremêlé un peu dans notre parcours de vie. Tu sais, on a abordé des sujets aussi dans nos recherches qui avaient plus attrait à ça. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai juste comme plus de patience pour la misogynie, puis tu sais, les gens qui nient la culture du viol, puis ces choses-là, je suis comme, j'ai plus de patience, tu sais. Je suis tannée. Je suis juste tannée. Fait que, fuck off. Puis je ferais du pouce aussi sur ce que tu as parlé, Mélodie, tu sais, comme l'énergie que ça vous amène. Tu sais, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de choisir entre le théâtre et le drag. Puis qu'est-ce que l'un vous apporte versus l'autre? Qu'est-ce que le théâtre vous permet que le drag peut-être est trop circonscrite pour vous permettre de faire? Puis inversement, qu'est-ce que le drag vous offre que le théâtre, c'est juste impossible qui vous le présente? Ben, ce qui est le fun, c'est que d'avoir mélangé la drague et le théâtre ensemble, c'est qu'on a présenté les formes d'art au public, tu sais. On a injecté beaucoup de théâtre dans notre drague, ce qui se faisait beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de monde là, qui viennent du milieu théâtral en drague, puis ça apporte des types de personnages très campés avec des histoires. Donc, ça, c'est vraiment notre force à Hervé Métal puis à Roquebière. Puis, du côté théâtral, ce qui est le fun, c'est le jeu avec le public. C'est de déconstruire un peu le quatrième mur, qu'on leur permet de réagir, on leur permet d'avoir leur cellulaire allumé. Donc, ça amène une autre vie. On se donne des permissions que normalement, on n'aurait pas au théâtre. Puis c'est tellement le fun. Tu sais, pendant Roquebière, le documentaire, tu sais, les gens qui crient, qui font des stories, qui participent au spectacle, c'était vraiment précieux. Puis on s'est dit, mon Dieu, comment on va faire pour se passer de cette réaction-là qu'on a en drague, tu sais, que la réaction est immédiate. Tu le sais si ton numéro est bon ou pas bon. Tu le sais tout de suite, tu sais, avec un public de drague. Donc, d'avoir amené ça au théâtre, c'est tellement trippant, tu sais. Fait encore pour le spectacle Ciseaux qui s'en vient, on demande aussi aux gens d'être avec nous, de réagir, tu sais. C'est une permission qu'on adore, ça, donner aux spectateurs. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... Dans le fond, ben là, à l'espace libre, où est-ce que vous allez présenter Ciseaux, c'était la commande, c'était spécifiquement de dire, ben faites un truc qui est un peu à l'intersection de ces deux formes d'art-là, mais c'est ça, vous êtes à la recherche, dans le fond, de possibilités de marier les deux mondes, vous n'êtes pas tant intéressé à garder ça très séparé, là, c'est ça que je comprends. Veux pas, ça s'influence, tu sais, nos pratiques s'influencent, puis c'est ça, on est arrivé avec Roquebière le documentaire, qui était comme sous forme de cabaret drague. Puis là, avec Ciseaux, c'est pas un cabaret drague, c'est vraiment, on visite l'histoire queer de Montréal d'un point de vue féministe, mais tout en gardant un public très vivant. Donc, c'est ça. On fait comme une suite à Roquebière le documentaire, mais nos drag kings sont moins présents dans cette version-là, dans cette Mais suite. on incarne des hommes Oh oui. quand même, tu sais, Ah puis on oui. fait du lip-sync, fait qu'on réussit quand même. Dans notre pratique théâtrale, il y a le drag est important, puis spoiler, il y aura Éric Duhem dans Ciseaux. Malheureusement, on s'excuse. Ouais. Il va venir faire un petit tour. Ben justement, parlant d'Éric Duhem, vous explorez différentes formes de masculinité. C'est quoi votre relation avec la masculinité? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait
déconstruire ce genre-là? Puis quel est le volet politique? Quel est votre désir peut-être derrière ça? Ben, juste déjà à la base, une femme qui incarne un homme, c'est politique. Bien plus, à mon sens, qu'un homme qui incarne une femme. Parce qu'on est le sexe faible. Fait que c'est comme, on va chercher des privilèges qu'on n'a pas le droit normalement. Fait que juste ça, pour moi, c'est politique. Puis après ça, ben, tu sais, c'est le fun d'explorer les différentes formes de masculinité. Tu sais, comme Robillard, il est vraiment plus dans Dans quoi? le mononcle, le motard, tu sais, il chante du gros rock. Tu sais, moi, je suis plus une tapette des années 70, fabulous. Tu sais, on est vraiment ailleurs dans nos masculinités, mais les deux sont dangereuses. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, mais aussi, tu sais, explorer la masculinité dans le drag, moi, personnellement, ça me permet de découvrir, de me permettre comme femme d'être plus masculine aussi dans la vie, tu sais, d'assumer un peu plus ce côté-là. Puis ça me fait vraiment du bien tu sais, de faire comme, hey, j'ai le droit de marcher de même, j'ai le droit de m'habiller de même, je suis pas obligée de porter, je sais pas, là, tu sais, le poil, tu sais, il y a tellement tu sais, de sujets tu sais, qu'on est tellement dans des boîtes encore maintenant, les femmes. Puis, je sais pas, ça fait du bien de remettre ça en question avec Puis le drag. l'art King, tu sais, a évolué énormément juste pendant qu'on en a fait partie, tu sais. Fait que même nous, on s'est posé beaucoup de questions, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Fait qu'au début, on était plus collés sur la masculinité plus classique. Fallait avoir du poil plus naturel, tu sais. On se collait des barbes, tout ça. Là, on explore plus la couleur tranquillement. Puis il y a des kings qui apparaissent, ils ont tout le visage blanc avec des traits très colorés. Donc, c'est le fun de voir que il y a toute une flamboyance là, qui est trouvée là, dans différents types de personnages. Puis c'est vrai là, qu'il y a tellement de variétés. Fait que c'est le fun d'explorer ça, mais oui, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de plus de tutoriaux de drag king en ligne. Puis s'il y a un drag king de Rimouski qui nous disait, moi j'en ai pas là, de tutoriaux en français, tu sais, comment je fais pour me maquiller, tu sais, avoir des tips, des trucs. Fait que c'est ça, c'est le fun de former une communauté puis de s'entraider. Mm. Puis encore là, tu sais, dans la dernière saison de Drag Race Canada, il y a eu un challenge que c'était masque, tu Ouais. sais. Puis là, il y avait toutes comme des queens à barbe et tout ça. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est une catégorie drag king, là. Dites-le que c'est une fucking catégorie drag king. Puis, tu sais, les drag kings sont pas invités sur ce show-là. Parce que RuPaul l'a dit elle-même, les drag kings, c'est pas dangereux, selon elle. Puis c'est pas intéressant. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi, là, on est rendu avec des challenges qui, tu sais, Ouais. qui parlent de masculinité? Fait que, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, ce que ça va chercher, puis ce que ça révèle, c'est toute la misogynie, en fait, derrière, dans la communauté, qui est vraiment sous-jacente, mais vraiment présente dans la communauté gay. Il y a beaucoup d'hommes gays misogynes qui ont un dégoût du corps des femmes, tu sais, qui font des commentaires, tu sais, comme quoi une noune, ça pue, tu sais, on veut pas voir vos seins, tu sais, fait que tout ça, c'est présent, puis il faut comme arrêter de fermer les yeux là-dessus, puis de faire comme, hey, ouvrez la porte, là, tu sais, il y a comme un monopole là, autour de RuPaul, là, vraiment, tu sais, il essaie d'avoir d'autres émissions autour, mais, tu sais, RuPaul, là, c'est fou, là, il y a, tu sais, Espagne, en tout cas, il y en a partout dans le monde, ça n'a pas de oui, sens, non, c'est pas ça. de bon sens. Oui, c'est Bref. clair. On peut écouter une franchise n'importe quel jour de l'année, il y a une nouvelle franchise qui sort. Puis vous, dans un monde idéal, est-ce que vous aimeriez ça qu'il y ait des drag kings intégrés dans Drag Race? Parce que, tu sais, je pense à, mettons, une compétition comme Call Me Mother, qui est clairement moins connue que Drag Race, mais qui inclut toutes sortes de drag, qui est quand même bien, mais c'est ça, qui n'a pas la même renommée, disons, que Drag Race. Fait que, selon vous, est-ce qu'il faudrait... Est-ce que ça serait souhaitable que les Kings soient intégrés à Drag Race?
Mais oui, il en faut! Il faut des modèles, il faut des gens qui ont des moyens, Ouais. il faut se donner les moyens, tu sais, c'est en donnant les bookings, tu sais, ah, c'est moins intéressant un drag king. Oui, mais donne-y la chance de pratiquer 1, 2, 3 fois, tu sais, donne-y un stage intéressant, donne-y un public à ce drag king-là, donne-y des trucs, tu sais, puis Mhm. du mentorat. C'est ce que les drag queens y ont entre elles, tu sais, il y a des belles communautés, des belles familles, tu sais, qui veut pas, au début, là, c'est pas fort fort, là, une drag queen, quand ça se présente la première fois sur un stage avec des talons un peu chambranlants, là, bon. Fait que c'est le fun aussi de voir que plus la communauté grandit, plus les talents grandissent, puis Mhm. la confiance, les numéros sont meilleurs, les make-up sont meilleurs, les maquillages. Donc, c'est ça. Il faut avoir de la visibilité des modèles, puis il faut s'entraider, puis se donner des moyens. Fait que Mhm. 100% des drag kings sur Drag Race. On 100%. appelle RuPaul tout de suite. Ah, il y en a beaucoup qui l'ont appelé. Il y a Landon Ouais. Sider en Californie qui a tellement essayé de fois d'entrer sur cette compétition-là. Puis quand il a fait Dragula, il a gagné. Tu sais, fait que Ouais. c'est intéressant des drag kings, puis c'est talentueux un drag king, tu sais. Nous, on est vraiment heureuses. Roquebière a gagné Drag-moi, la compétition montréalaise. Puis après ça, l'année suivante, c'était Hervé Metal. Puis là, la dernière édition, c'est notre fils Walter Higo qui a remporté Drag-moi. Donc, toute une fierté là, d'avoir la coupe dans la famille. C'est ça. C'est intéressant, les drag Ouais. kings. Puis on trouve ça important de le mentionner, tu sais. Puis d'offrir des numéros de qualité, tu sais. Oui, c'est ça, parce que en pré-entrevue, quand on s'est parlé, tu sais, je vous avais présenté un peu l'angle de l'entrevue, puis j'étais comme, ben, l'épisode va parler de drague, de forme de drague plus alternative. Puis ce que vous m'avez répondu, c'est, nous autres, on se considère pas alternative, on a l'ambition d'être mainstream, tu sais. Fait que, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous posez comme action pour prendre votre place, puis où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous rêvez de voir vos personnages? Ben, dans 5 ans, ben nous autres, tu sais, on dit qu'on est mainstream, mais c'est parce on est des drag kings vraiment cabaret mado, tu sais. On n'est pas, tu sais, dans des cabarets sur Saint-Laurent, plus, je sais pas, on est vraiment comme les kings franco, je sais pas comment dire. On est comme le Walt Disney du drag. On n'est pas tant champ gauche parce on a vraiment le désir d'incarner des hommes puis de ressembler à des hommes. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus dans le gender fuck. Fait que On c'est est un peu. plus conventionnel, je dirais, tu sais. Ce serait Ouais. le terme à mentionner aussi, là, tu sais. Mhm. Mais on parle d'objectifs, là. On a atteint tout un bel objectif cet été, là. C'était inespéré, là. Ouais, vous avez animé le gros show de drague local à la Fierté. C'était quand même très hot, ça. Oui. Ouais. C'était un show au Stade olympique devant 20 000 personnes, animé Wow. par des Wow. drag kings. Ça n'a jamais été fait en Amérique du Nord, peut-être même dans le monde. Sérieux, pour vrai, je m'avancerais même de dire qu'un gros show de drag comme ça, tu sais, faudrait savoir, mais je pense pas que ça a été fait ailleurs dans le monde. On a vraiment eu une chance inouïe. Puis, mais où est-ce qu'on aimerait se voir dans 5 ans? Tu sais, nous, on aimerait ça. On aimerait ça avoir de la visibilité dans les médias davantage. Mhm. Comme j'ai l'impression qu'on a vraiment le potentiel, qu'on est les next peut-être. Hmm. Mais Ouais. Les diffuseurs, ils sont frileux d'avoir des drag kings à la télé. Il y a ah des ouais? producteurs qui veulent mettre des drag kings à la télé, tu sais, des émissions comme La Drague en moi, tout ça, tu sais, on voit des trucs apparaître, justement, là, des trucs en parallèle à RuPaul Drag Race, tu sais, des talk shows et tout, des chroniqueurs, des chroniqueuses. Mais c'est les diffuseurs qui sont encore très frileux. Puis même, on travaille sur un projet présentement, puis on se fait dire les téléspectateurs sont pas prêts à avoir des drag kings comme dans une émission plus humoristique. Il faut vraiment présenter c'est quoi des drag kings au public québécois, au public canadien. Fait qu'on est encore à l'étape où il faut montrer qui on est, expliquer c'est quoi le concept, parce qu'il y en a qui connaissent même pas ce terme-là. Donc, Ouais. on va travailler fort là-dessus, puis j'espère que dans 5 ans, ça va être quelque chose de reconnu, tu sais. Mhm. C'est quand même spécial parce que, tu sais, selon moi, ben, tu sais, si tu sais pas qu'un drag king existe, tu fais juste dire, ben, il y a des drag queens puis il y a des drag kings. Voilà, comme me semble, on vient de finir d'expliquer. Mais ça devrait pas être plus compliqué que ça. Si les gens comprennent c'est quoi une drag queen, ben, en tout cas, Mais en c'est... fait, c'est que les gens, la première chose à laquelle ils pensent, c'est quoi l'intérêt? Parce Ouais. qu'un homme, c'est plate.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas Hmm. flamboyant comme une femme. Tu sais, mettons, imiter Cher, imiter Ouais. Lady Gaga, tu sais, c'est des gros personnages il y a des inspirations de costumes, alors que, tu sais, à part si tu penses, mettons, à la mode de la Renaissance, tu sais, pour les hommes, tu sais, il y a pas, c'est moins flamboyant. Fait que, tu sais, je comprends que les gens, ils ont de la misère à s'imaginer comment ça peut être plus grand Ouais. que nature. Puis nous aussi, au début, c'était dur de se l'imaginer, tu sais. Ça a été, Ouais. c'est ça, ça prend beaucoup d'imagination pour faire du drag king parce que il faut trouver un moyen de, tu sais, rendre des costumes aussi attrayants que les drag queens, aussi, tu Ouais. sais. Puis là, on était comme, pendant longtemps, on était comme, c'est quoi notre paillette à nous autres? Tu sais, Mm. nous, on veut pas des paillettes. Fait que là, tu sais, Rock, lui, c'était comme des studs, des, tu Ouais. sais, les studs, les bagues, les bijoux, tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on met? Fait qu'il y a tout ce questionnement-là, puis tout est à construire, puis Ouais. fait que voilà. Hmm. Justement, en lien avec les personnifications, je sais pas si vous aviez envie de parler de ça, mais parce que je pense que Roquebière a longtemps personnifié Éric Lapointe. Et là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez. Ben, en fait, Mélodie, tu as décidé que tu voulais plus le personnifier, puis je voulais comme. Si tu as le goût de nous en parler, qu'est-ce qui a amené ton cheminement? Parce que, comme, tu sais, j'ai pas vu énormément de vos performances, mais il me semble que, comme, Roquebière puis Éric Lapointe, tu sais, ça fit, là. C'est comme, c'est un fit parfait, mais c'est plus, ça fait plus partie de ton répertoire, à ce que j'ai compris. Non, c'est ça. C'est un gros deuil, là, parce que veut pas, ça fait partie de nos personnages mythiques, là, dans la mythologie Mhm. québécoise. On s'entend que c'est très marquant, là, le personnage de Éric Lapointe dans tout son pathos, là, puis c'est ça, là. Mais justement, la drague, c'est politique. Puis on s'est dit, bon, est-ce que c'est par la critique de cette personne-là, de ses actions, tu sais? Euh, puis on s'est dit, parce que je dis on, parce que c'est une grande discussion qu'on a eue, Geneviève et moi, là, quand même, par rapport à ça. Puis parce qu'il était dans le spectacle Roquebière, le documentaire. Il y avait un numéro, parce que veut pas, c'était un des premiers hits de Roquebière. Fait qu'on, dans l'ascension de Roquebière, c'était important quand même. Puis on s'est dit, non, on peut pas donner de la visibilité à cette personne-là, tu sais, qu'on n'approuve pas ses gestes. Puis c'est ça. C'est sûr que de la violence conjugale, jamais, tu sais, qu'on veut donner de la visibilité à ça. Fait que c'est vraiment politique pour nous de ne pas donner de visibilité à cette rockstar, malheureusement. Puis il y en a beaucoup, dans le fond, on s'en rend compte, là, il y a beaucoup d'inconduites, là, fait que c'est ça. C'est sûr que le répertoire est rapetissé, c'est rapetissé. Vous n'aurez plus personne à interpréter bientôt. Non, c'est ça. Il va juste rester passe-montagne, là. Ah, mais attends, mais mon rêve de voir un numéro de drague de Passe-Montagne, ça serait Hey, ça a fou, déjà été raide. fait. Ah ouais, ah mais il Ah. faut que Ben j'aille voir oui, plus de on a déjà shows. fait Passe-Partout, un show au complet, là. Ça a Oh, duré 1 wow. heure. Oh my God! Ouais, mais c'est ça. Donc, veut pas, on se positionne en disant, on donne pas de visibilité à ces personnes-là qui n'en méritent pas. Oui, je suis d'accord avec votre choix, même si ça veut dire que je te verrai jamais performer cet artiste, mais en même temps, on essaye de l'oublier. C'est ça qui Peut-être arrive. que Roquebière aussi va faire la tournée des campings bientôt, on le sait pas. Aïe, aïe. Ben, on arrive tranquillement à la fin de notre entrevue, puis évidemment qu'on voudrait plugger tout ce que vous avez à plugger. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour vous, où on peut voir Roquebière, Hervé Métal et ou Mélodie et Geneviève? Yeah! Donc, ben, tout bientôt, en fait, ça commence le 15 novembre jusqu'au 3 décembre. Il y a le spectacle Ciseaux au théâtre Espace Libre, un show qui parle de notre histoire de Gwyn, dans le fond. L'histoire des Gwyn à Montréal. Fait que c'est un show full féministe qui parle d'amour, qui parle de l'hostie de répression policière qu'on a vécu, la communauté queer à travers les années. Fait que venez, puis Roquebière puis Hervé, ils vont jouer bientôt, non? Après? Oui, le 8 décembre, en fait. Dans le fond, on a un cabaret bière et métal qui est présenté aux 2 mois. Puis ce qui est fantastique avec ça, ben de un, c'est un moyen de financement pour la compagnie de théâtre Floride en douche. Puis de deux,
On initie des gens à la drague, donc n'importe qui veut l'essayer juste pour un soir ou qui veut l'essayer puis voir si il aime ça, ben nous on les maquille, c'est des bénévoles qui se présentent, on les maquille, ils préparent un numéro, puis après ça on les met sur scène puis on leur dit débrouillez-vous. Wow! Ouais, non, c'est vraiment le fun, ça crée de la magie, veux pas vivre la première performance de quelqu'un, c'est toujours un moment fort là. Toute la nervosité, là, puis toute l'excitation autour de ça, puis de les voir aussi transformer, puis se regarder dans le miroir, c'est tellement précieux. Fait que c'est bien Mm. trippant. Ouais, les cabarets bière et métal, on aime ça. On s'est promené un petit peu. Là. On est allé en faire un à Québec. C'est ça. On a des beaux projets par rapport à bière et métal, mais ça va s'en venir dans le futur. Fait que, ouais, le prochain, c'est le 8 décembre, mais sinon, c'est aux 2 mois au Cabaret Mado. Wouhou! Puis, Yeah! vous nous avez aussi envoyé une très belle et très longue liste d'artistes drag à suivre, incluant vos fils, mais aussi plein d'autres artistes là, à surveiller. Fait qu'évidemment, on va mettre ça disponible dans les notes de l'épisode. Un gros merci d'avoir accepté de jaser avec nous de féminisme, de masculinité, de performance. C'était un grand plaisir. Merci pour l'invitation, c'était le fun! On espère vraiment que vous avez apprécié d'entendre les conversations qu'on a eues avec Selma God, Hervé Métal et Rock Bière. On est vraiment contente et vraiment choyée d'avoir pu discuter avec tous ces artistes-là. C'était vraiment le fun d'avoir une vision de la scène plus locale au Québec parce que, oui, souvent, on parle de la drague et de l'univers de Drag Race, mais en même temps, c'est le fun de faire des liens avec la scène locale et, comme on a dit au dernier épisode, encourager vos dragues locales. Mais là, on ne pouvait pas terminer ça sans retomber dans l'univers Drag Race. Alors, nous voici, on vous présente notre podium de nos drag queens préf. On a chacun notre podium, on se l'est pas partagé, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'on va avoir peut-être des similarités, mais voilà. Puis le critère qu'on s'est donné pour monter nos podiums respectifs, c'est qu'on voulait que ce soit nos drag queens préférées in and out of drag. Donc, autant dans leur performance drag que comme, je dirais personnalité publique, parce qu'on s'entend qu'on les connaît pas, là, j'allais dire, c'est pas nos personnes préférées, mais nos personnalités publiques préférées, parce que c'est nécessairement qu'il y a plusieurs drag queens avec les médias sociaux qu'on voit beaucoup, puis qu'on apprend à connaître, puis la formule Drag Race aussi nous amène à les voir en drag et hors drag. Donc, on va commencer par notre 3e position. Roulement de tambour. Alors, Marie, qui as-tu mis en 3e position sur ton podium? En 3e position, là, dans le fond, Catherine et moi, on s'est dit qu'on pouvait, sur la même marche du podium, mettre plusieurs personnes. Et moi, ça a réglé mon problème parce que je voulais faire un honorable mention à cette queen. Mais non, je dois lui décerner, je dois la mettre sur la 3e marche de mon podium. C'est la magnifique, l'extraordinaire, la récemment couronnée Gisèle Lullaby! Ah! Tellement bon! 3e! Je l'aime tellement, comme out of drag, tu vois à quel point qu'elle est sweet, puis qu'elle est drôle, puis qu'elle est conne. Puis j'adore ce qu'elle nous offre sur scène, comme sa diversité de look, son humour, raffiné mais accessible. Mouah! Je l'adore. Ah. Je suis tellement d'accord avec toi. Elle fait pas partie de mon top, mais comme on a discuté avant en préparant, il y a tellement de queens qu'on aurait voulu mettre, mais comme on voulait pas passer tout l'épisode à juste nommer des drag queens qu'on aime. Mais c'est sûr que Gisèle est dans mon cœur. Puis abonnez-vous à son Instagram, elle est puissante. Puis toi, Catherine, à qui décernes-tu ta médaille de bronze? Alors, ma médaille de bronze va à la seule et l'unique Mo Art. Oh! J'aime tellement Mo Art depuis le début, puis je réalisais que, tu sais, on a eu la chance de la voir dans 3 saisons parce qu'elle a fait la saison, je sais plus du numéro, googlez-la. Mais on a eu sa saison originale. Elle a participé
participé à un All-Stars et finalement, elle a fait dans la première All-Star internationale, le UK versus The World. Fait qu'on l'a vu 3 fois, puis à chaque fois, je l'aimais plus. C'est une artiste extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle a un cœur en or, puis elle a comme un, un confessionnal à un moment donné où ce qu'elle dit à quel point c'est important d'être soi-même, puis je sais pas, c'est comme un cri du cœur, ça vient me chercher à chaque fois que je le vois. Puis son drag, en fait, tu sais, je trouve que c'est toujours phénoménal, puis ça va en s'améliorant. Puis là, je sais qu'elle a un show de mode, j'avoue que je l'ai pas écouté, mais Mo Art, j'aime tellement cette queen. Que je connais peu parce que moi, UK versus The World, j'ai comme give up à moitié de la saison, puis j'ai pas encore vu ces saisons, mais de ce que j'ai vu d'elle, elle a l'air vraiment charmante et magnifique aussi. Ouais, vraiment. All right, argent. OK, alors deuxième marche du podium, médaille d'argent. Marie, à qui décernes-tu cette médaille? C'est une queen vraiment hors norme, une queen qui a fait l'histoire, je pense, de Drag Race, de parce qu'elle a amené. Il y a de ces looks qu'elle a fait sur le show qui continuent de me jeter à terre. Puis c'est une queen qui s'empêche pas d'être politique. Mais tu sais, autant politique que fashion, j'adore j'adore cette personne. Bimini Bamboulash de Ah! UK2! Oh, j'aime tellement Bimini aussi. C'est ça. On a eu vraiment de la difficulté à faire nos tops parce que Mhm. moi aussi, je voulais mettre Bimini, mais j'ai laissé de la place à d'autres personnes, à d'autres queens, puis voilà. Mm. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Puis toi, Catherine, je pense que ta deuxième marche est un petit peu crowded, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai un duo, mais c'est des queens qui agissent souvent en duo ensemble, mais que j'aime d'amour pour différentes raisons. Comme fait que j'ai beaucoup comme je me suis vraiment posé la question, puis je suis pas capable de dire comme tu sais, je peux pas dire que j'aime une plus que l'autre. Je Mhm. les adore toutes les 2 pour des raisons différentes. Mais je décerne la deuxième place ex aequo à Jinx Monsoon et Ben de la Crème. C'est 2 personnes extraordinaires, 2 queens extraordinaires. Il y a quand même des similarités dans leur style. C'est 2 queens de Seattle, des queens qui sont très théâtrales, qui sont très, disons, tu sais, elles incarnent comme des vieilles mais pas des vieilles, mais comme des dames, là, tu sais, comme c'est Ouais, plus ouais, ouais. des... Tu sais, c'est pas des fashion queens, mais en même temps, tu sais, je trouve qu'il y a eu comme... Moi, suivre l'évolution de Jinx Monsoon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'elle a tellement grandi de sa saison originale à finalement être la gagnante de All Stars, All Winners. Plus de 10 ans plus tard, ou en tout Oui, cas, plus de 10 ans plus ouais. tard, avec un look elevated. Je sais que qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait qu'elle a gagné All Stars, All Winners. Pour moi, c'est elle qui devait gagner. Puis c'est quelqu'un qui est comme, tu sais, elle est witchy, elle est bizarre. Allez écouter aussi, il y a un documentaire sur Jinx Drag qui... becomes him. Oui, exactement. C'est excellent. Puis Ben de la Crème, oh mon Dieu, c'est... Mm. J'aime tellement cette personne d'amour comme... Je pense que c'est la queen que je veux être le plus son amie. J'aimerais vraiment ça être amie avec Ben de la Crème. Je trouve qu'elle est adorable. Elle a l'air tellement comme gentille, puis profonde, puis j'ai écouté récemment une entrevue avec elle dans un podcast. Je vais mettre le lien en épisode, mais ça a comme confirmé à quel point c'est une personne, tu sais, lucide, extraordinaire, puis elle revient entre autres sur sa participation dans All Stars où elle s'est Oui. auto-éliminée, qui est quand même un moment mythique là, de l'histoire de Drag Race, puis c'était vraiment le fun. Fait que, ouais, Mhm. Jinx et Della, all the way. 2 queens qui ne sont pas sur mon podium, mais que j'aime beaucoup. Puis leur drag,
comme elles sont drôles, puis j'admire ce qu'elles font. Je peux pas dire que je suis comme ah oui, je vais aller voir leur show demain matin, Mhm. mais out of drag sont vraiment trop sweet. Puis ouais, plus tout le monde veut être ami avec Ben de la Crème, je pense. Et maintenant, première position, Marie, toi, t'as une égalité, t'as pas pu Oui! départager qui gagne, puis je pense que je me Non! doute c'est qui est là. Oui, mais tu vas peut-être être surpris, on va OK. voir. Mais peut-être pas. Mais je les aime autant pour différentes raisons. Mais je veux dire, elles me font rire. Euh, je trouve que les deux, pour différentes raisons encore, leur drague me rejoint. Puis, c'est deux queens aussi que je sais qu'ils s'entendent bien, tu sais, parce qu'ils ont collaboré. Voilà, ben écoute, j'imagine qu'on en a au moins une en commun là-dedans, mais c'est Trixie Mattel et Bob the Drag Ah! Queen. Je Mhm. me disais que tu mettrais Bob aussi. Je l'adore, Bob. Moi, j'ai pas encore regardé la saison de Drag Race avec Bob, mais moi, c'est en écoutant We're Here que Mhm. j'ai capoté sur son cas. La première fois que je l'ai vu faire le lip sync de Purse First, je suis Ah oui. morte, genre. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a tellement de profondeur, puis une belle ouverture d'esprit, mais qui est pas pédant du tout. Puis, je trouve que Mhm. c'est un bon éducateur populaire, Bob. C'est vrai. Puis son drag, même si des fois il est un peu chaotique, je veux dire, Bob en lip sync, là, c'est fou raide, là. Oh oui, c'est des performances. C'est ça, Ouais. je trouve que Bob, c'est pas nécessairement les looks, quoique elle Mm. a servi des looks vraiment hot Mhm. dans sa saison, mais en même temps, ses performances sont C'est extraordinaires, puis elle est l'attitude de drôle. Black Diva, Ouais, genre, ouais, ouais. puis non, elle est écœurante. Fait que ça, c'est mes deux préf! Ah! Puis toi, c'est à qui ta médaille d'or, Catherine? Ben là, c'est sûr, personne va être surpris que c'est Trixie Mattel. Écoute, Mm. c'est quelqu'un, elle me fait rire, puis je suis touchée, puis on se parlait, t'es en train d'écouter la saison 7, les confessionnaux de Trixie Mattel sont tellement drôles, Mhm. puis elle est tellement attachante. Puis dernièrement, puis là, je le retrouve pas, j'ai voulu fact-checker, puis j'ai pas pu parce que c'était en stories, mais moi, je serais bien gros sur Kimia Dawson, qui est une artiste genre folk, un peu hip-hop, en tout cas un peu lo-fi, que j'aime beaucoup. Puis dernièrement, elle est allée voir le show de Trixie et Katya, puis elle a dit, comme en stories, que genre Trixie Mattel, c'est comme sa folk singer préférée. Oh! Puis je pense que moi aussi, un peu. J'adore sa carrière. Puis tu sais, c'est tellement quelqu'un... Je sais pas si elle adore des fois. Elle fait tellement d'affaires. Je veux dire, à la tête d'une compagnie de make-up, puis en... Elle a un podcast, elle fait Ouais. des vidéos sur son YouTube, c'est ça, elle a sa carrière de chanteuse, Puis tu sais, elle est elle fait des investie, là. shows. Ouais. C'est pas genre, elle fait pas... Tu sais, ça a l'air d'être quelqu'un qui fait, tu sais, très exigeante envers elle-même, puis qui fait Mhm. ses trucs de manière très poussée, tu sais. Puis elle me fait tellement rire, puis c'est ça. Mhm. Trixie, pour toujours. Ah oui, top qualité, incroyable. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous allez recevoir des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'est ainsi que se termine notre dossier sur la drague. Ces 2 épisodes remplis à craquer d'invités et d'informations sur la drague. On espère vraiment que si vous connaissiez pas l'histoire et l'univers de la drague, que ça vous a intéressé à cette forme d'art-là. J'imagine que si vous êtes rendu à la fin du 2e épisode, c'est probablement parce que c'était un peu intéressant. Puis si vous connaissez ça, ben j'espère que vous avez quand même appris des
des choses par les conversations. On n'a vraiment pas voulu parler à travers notre chapeau. Puis c'est pour ça qu'on a eu autant d'invités, puis c'était vraiment le fun. Oui, merci encore à tout le monde qui a accepté nos invitations. Ça nous a permis d'avoir, comme j'ai déjà dit, un début de 3e saison vraiment fuego. Fait qu'on est super touchés que vous ayez accepté de venir jaser avec nous. Et pour celles d'entre vous qui nous écoutent et qui aimeraient aller un petit peu plus loin, si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur l'histoire de la drague, particulièrement la drague à Montréal aussi, on vous a monté un petit dossier parce qu'on a fait de la recherche pour cet épisode-là. Puis on savait pas où la plugger. Fait qu'en tout cas, dans les notes de l'épisode, là, vous irez voir ça. Il y a comme tout plein de liens, des vidéos, des articles et tout. Fait que si vous avez envie de plonger plus profondément, ben l'info est là. Puis évidemment, on vous invite à nous écrire pour nous donner des commentaires. On est vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'univers de la drague. Est-ce que vous êtes des fans? Est-ce que vous résistez encore à découvrir cet art, cette forme d'art-là qui est profondément queer? Et ben, envoyez-nous ça, vos réactions à l'épisode, vos thoughts sur les questions qu'on vient de vous poser. Nos DM sont toujours ouverts. Vous nous trouvez sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre2o, tout en un mot, .balado. Et au prochain épisode, on fait une autre série de 2 épisodes sur le même thème. On replonge dans l'univers des feelings, de la santé mentale et on va parler de dépression parce que là, c'est novembre qui va commencer. L'ensoleillement s'en va et on a besoin de prendre soin de nous, je pense. Alors, ben, à dans 2 semaines, tout le monde! Bye bye! Entre2o est une réalisation de Catherine Plouvejeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, qu'on appelle aussi Tiohtià:ke ou Muniang, un territoire qui est gardé par la nation Kanien'kehá:ka et qui n'a jamais été cédé. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake Nion-Wensayo par les Hurons-Wendat et Nitassinan par les Inuits. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.